Coconut Podcast présente son spécial Haïti en personne avec Angelo Cadet. Mesdames, Messieurs, bonjour, Koué. En ce spécial portant sur Haïti, vous savez, dès le 1er janvier, nous fêtons, nous célébrons cette indépendance conquise par les ancêtres et nous buvons la soupe Joumou Giroumou, une soupe de courge. Nous avons l'honneur de pouvoir échanger avec un fils de la nation, un fils de la République. Il a quitté depuis bien longtemps, mais il a fait rayonner sa chère patrie à travers le monde. C'est avec une grande joie que nous recevons, messieurs, dames. Dans un premier temps, il est, je vous dirais, metteur en scène. Pour les plus vieux, ils l'ont connu comme animateur énormément à la télé. On se rappellera de Musique Plus, ne serait-ce. Et aujourd'hui, on le connaît davantage, oui, comme ce sage de la mise en scène. Il est metteur en scène, messieurs, dames. C'est avec une grande joie que nous recevons, oui, l'héritier, le détenteur d'un héritage familial, celui des Cadets. Nous allons apprendre à le connaître. C'est un grand honneur pour Coconut Podcast de recevoir cette grande personnalité du Québec, je vous dirais Inc., hein? On peut le dire ainsi. Messieurs, dames, accueillons sans ne plus tarder Angelo Cadet. Ouais! Bla, bla, bla! Angelo. La question, écoute. J'ai jamais reçu une introduction comme ça, là. C'est marqué à vie, là. Je vais me la mettre en loop tous les matins. Ça peut motiver, c'est un bon pep talk le matin, mais pour une personnalité de ta trempe, pour le travail que tu as accompli ici au Québec et même dans la francophonie, Angelo, cette introduction, elle est très peu. D'entrée de jeu, la question qu'on pose à tous nos invités, Angelo, comment ça va? Ça va vraiment bien. Bonne année. Ben oui, mais merci. Bonne année. On va souhaiter bonne année à tous ceux qui sont avec nous aujourd'hui. Ça va très bien. Très bien. Je suis un être de lumière. Fait que, regarde ça aujourd'hui. C'est comment c'est beau, c'est magnifique. Ouais. Je suis chanceux d'être en vie. Je suis chanceux d'exercer ma passion, de la partager, écouter les autres puis recevoir, puis d'avoir tout mon monde autour de moi, quoi. Ben ça, c'est incroyable. On est content de savoir que tu rayonnes. On le voit, toujours stylé. Franchement, t'as sûrement fait quelques années à Kinshasa. D'ailleurs, on sait que ta famille est passée par là-bas. La sapologie. Ah ouais, t'es un fier tenant. Est-ce que, une petite question vite de même, est-ce que tu te considères comme étant un dandy? C'est drôle, mais quand j'étais jeune, je me disais un jour je vais devenir un dandy. Mais je sais pas, peut-être je préfère laisser ça aux autres, mais ma façon de m'habiller, ma façon de m'exprimer, c'est sûr que ça va de soi, ça va ensemble. Et là, je suis habillé en noir, mais j'ai souvent des bottes de couleur. Ouais, c'est ça. T'es quelqu'un, là, aujourd'hui, t'as un style clothing. Michael Jackson, un peu, là. Peut-être aujourd'hui. On m'a tout dit. On m'a dit Michael Jackson, Prince, Lenny Kravitz. Je les ai tous su. Sammy Davis, Chuck Berry. OK. Mais, bon, écoute, j'aime mieux être Angelo Cadet, mais ceci dit, on s'inspire de tous ces gens-là qui ont marqué l'histoire. Quoi d'autre c'est quoi ta question? Ben, ma question, Angelo, ne serait-ce que tu t'es inspiré de toutes ces personnalités, mais durant la pandémie, avant que je te demande comment t'as vécu cette pandémie-là, durant la pandémie, est-ce que t'as écouté pas mal de Prince? Ça a l'air qu'Angelo Cadet, quotidiennement, il écoute Prince qui nous a quittés pas si longtemps. Il y a 5-6 ans, ouais. Ouais, exactement. Tout le temps. Hein. Prince, pour moi, c'est son écriture. Il y a une écriture incroyable. En peu de mots, c'est très imagé. Ça va jusqu'à sa typographie. Tu vois, je l'ai marqué ici, typographie. Parce que j'ai vu quelque chose... Il y a un tout là-dedans. Ouais, j'ai tout le temps des notes sur mes mains. Okay, cool. Mais c'est parce que je trouvais qu'il y avait toute une façon de gérer
son brand. Ok. Chaque album, c'est un brand, c'est une nouvelle façon de mettre une plateforme, une nouvelle énergie, une nouvelle philosophie, et ça allait loin. Et c'est sûr que c'est un performant. Je l'ai vu 10 fois en show, j'ai jamais pu le rencontrer. J'ai rencontré Michael Jackson, mais pas Prince. Pas Prince, hein? Mais c'est ça, oui. Donc j'ai écouté beaucoup de Prince, mais j'ai écouté plein de choses aussi. Ça a été professionnellement bien. Okay. J'ai fait beaucoup de coaching. J'ai pas baissé vraiment. J'ai eu de la chance de... Même j'ai pu partager des choses avec des gens ou aider des gens. Durant beaucoup. la pandémie. Ouais, j'ai fait beaucoup d'encadrement, d'accompagnement. Ouais, c'est ça, t'es coach également. Là, ouais, aussi, ouais. Et c'était intéressant. Je travaillais avec des fondations, Fondation Jeune en Tête, entre autres. C'était côté professionnel, c'était bien. Puis en même temps, je suis habitué parce que je travaille de chez moi. Ça fait des années que je travaille comme ça. Okay, c'est une façon de vivre. Je travaille de chez moi, ou j'allais dans des cafés, ou dans des crew cafés, ou WeWork, pour ne nommer que cela. Des espaces communs de travail. Ouais, c'est ça. Ouais. Niveau personnel, ça a été très difficile. Ça a été hécatombe familiale. Chez nous, en 5-6 semaines, on a perdu 4 personnes. J'ai perdu ma tante à Montréal, sœur de mon père, une cousine à New York, une autre sœur de mon père à New York, puis mon père. Mon père est décédé. Maurice Cadet, l'écrivain. Grand poète. Ouais, quand même. Fait que ça a été, on n'a pas vu ça venir parce que mon père, comme tout homme de cet âge-là, il en parlait pas. C'est-à-dire que il savait même pas ce qu'il y avait. Fait qu'il nous a pas dit qu'il y avait la fièvre. On pensait que c'était un peu de diabète, qu'il y avait des petites chutes de mais non, finalement il y avait une fièvre il y avait une teneur de fièvre plus haute qu'on pensait. Puis en quelques jours, quand il a décidé finalement d'aller à l'hôpital parce qu'il était à Jacmel, j'ai une cousine qui est docteur quand même bien placée là-bas. Elle lui a dit viens, j'ai une chambre pour toi privée. Il a dit, OK, finalement, je vais prendre l'ambulance le lendemain matin, mais il est mort la veille. C'est intéressant, Angelo, de voir que tu as eu, sur ce côté professionnel, tu as été occupé quand même, mais sur le côté personnel, tu as été occupé, mais à tisser, à t'assurer que tout le monde allait bien. Tu es vraiment ce gars de famille. Donc là, émotionnellement, ça a été beaucoup pour toi, surtout, comme tu dis, la perte successive de plusieurs membres de la famille. Écoute, on a parlé de Maurice Cadet. Je pense que toute personne qui nous écoute aujourd'hui gagne à connaître et à redécouvrir. Et quand je t'introduisais, je parlais de ce tenant d'un héritage familial. Papa, Maurice Cadet, Jacques Mélois, Jacques Mélien, Jacques Mélien, on dit, né en 1933. Donc, il nous a quittés à l'âge de 86 ans, là, à peu près, quelque chose comme ça. Belle recherche. On fait des mathématiques. Puis on a une équipe de recherchistes. Aujourd'hui, on est en janvier, mais on tourne en novembre, et aujourd'hui, ça fait 1 an et demi exactement qu'il est décédé. Il est mort le 29 mai, on est le 29 novembre. Et j'ai eu une belle prière pour lui. De toute façon, je prie pour lui tous les soirs, mais c'est ça. C'est qui ne connaît pas mon père à Jacmel et ailleurs aussi, parce qu'il a vécu aussi à Alma. On a été, lui, il a vécu 34 ans à Alma. Moi, j'ai vécu 5 ans. Fait qu'il a enseigné là-bas. Tu sais, c'était pas évident. On était 5 familles noires, haïtiennes. Fait qu'il a fallu qu'on fasse notre place. Puis on l'appelait l'haïtien bleuet. Je veux dire, lorsqu'il qu'il a quitté, il nous a quittés ici en ce bas monde. Il y a eu plusieurs éloges dans les journaux locaux dû à l'apport qu'il a fait. Il allait lire ses poèmes, il apparaît dans les cafés, il incitait certaines de ses collègues à lire leurs poèmes. Il y a un centre aussi, le centre culturel Maurice Cadet, qui a fondé, je pense, 2-3 ans avant qu'il parte. Et pour lui, il renouait en même temps avec les jeunes. Fait qu'il voulait faire cet apport de donner au suivant aux jeunes. Fait qu'il y avait toute cette vitalité fait qu'il a recréé Jacmel, et le centre marche très très fort aujourd'hui. C'est ça qui est intéressant. Fait que c'est la culture, il voulait la mettre sur un niveau piédestal, puis en même temps il faisait des lectures dans sa cour chez lui. En tout cas, c'est tout un héritage qu'on reçoit en famille. L'héritage de ton père se basait beaucoup sur rendre accessible la culture, afin, ton père en parlait énormément,
de ramener cet élément essentiel qui est l'égalité des chances. Pour lui, pouvoir amener autrui à pouvoir se développer, entre autres, ça passait par la littérature, la culture. Chez toi, à la maison, j'aimerais t'entendre. Quelle était l'importance de la culture et de la littérature? C'était prenant, c'était quotidien chez nous. Ma mère aussi, qui est intellectuelle aussi. Ma mère, c'était une autre forme. C'était une famille. Marie-Claude Gousse, oui. Et je suis en train d'écrire un livre sur elle. Et ma mère, elle provient d'une famille de médecins. Mon père, son père était notaire. Donc c'était prenant, c'était la littérature à tous les sens, à tous les niveaux. L'art était très important, la musique, la danse, c'était ça, la peinture. Tu sais, mon père aussi peignait, fait que ça c'était vraiment fort. Et puis je pense que c'était quelque chose qui était naturel. Et puis on vivait aussi dans ce forum d'intellectuels, tous ces amis qui venaient à la maison, les Saint-Lô, les Cavana, tout ça. Tu sais, c'était vraiment intéressant, la vie culturelle à Alma, mais la vie à la maison aussi, et toute cette hiérarchie que tu connais entre les familles haïtiennes, là, tu sais, c'est le respect qu'on leur doit, mais il y a des choses qui ont changé, qui ont peut-être mal vieilli, on sait, tu sais, fait que mais ma mère, il est tombé sur une femme rebelle, hein. Ma mère, c'est ma mère qui a laissé mon père parce que c'était une époque, tu sais, les hommes s'amusaient un peu. Mais tu dis qu'elle l'a laissé, mais ce qui est intéressant, pour faire la boucle, c'est que papa va rayonner au Québec pour près de 3 décennies. Par la suite, il va décider de faire un petit voyage à Jacmel et il a peur que ce voyage, il va fonder un centre culturel. Il va décider de s'y établir. À un moment, il faisait 6 mois ici, 6 mois là-bas. Mais tu connais ma vie au complet. Mais non, écoute, t'es connu, Angelo. On connaît du monde qui te connaît, donc on fait des recherches. Mais c'est intéressant parce que il va retourner, puis malgré qu'il est plus avec ta maman, mais toi-même tu vas le dire à un certain moment. 2 petits oiseaux, une qui te remet l'autre, 2 oiseaux qui sont partis un peu, voilà, et qui se sont retrouvés, car à Jacmel, là où il était habité, papa, c'était pas trop loin de chez maman. Ouais, c'est à Lamandou. Ouais. C'est-à-dire que ça a belle en pile. Ils avaient chacun leur maison en Haïti, puis à un moment donné, ma mère avait convoité une terre qui était à Lamandou, sur un peu sur le dos d'une colline, qu'on voit la mer de l'autre côté, et on voit le soleil qui se lève. C'est grandiose. Puis mon père, il s'est installé. Quand j'ai su que mon père était voisin de chez ma mère, je pensais que c'était peut-être à 15 minutes de voiture ou à pied. Non, c'était à 4 minutes de marche. Et quand t'étais chez mon père, tu voyais la maison de ma mère. Donc, il venait de gratter à la porte le matin. Pour prendre son café. Puis ma maman me disait, c'est à toi. Je vais pas te servir, moi. On dit, j'en fréquente, mais c'est intéressant de voir quand même que les parents à un certain moment font leur chemin et par la suite se retrouvent et il va finir ses derniers moments à Jacmel, il me semble. Oui, c'est ça. Chez lui. C'est intéressant ça. Mon père disait toujours si il pouvait finir ses jours en Haïti, en l'occurrence à Jacmel, et de façon plus précise peut-être chez lui, mais il est décédé dans sa cour sur une chaise, une dodine. Donc il valsait avec la vie, mais il berçait avec la mort, tu sais. C'est un peu comme ça, je le vois. Quel est ton attachement avec Jacmel, grande ville culturelle, on pourrait dire capitale culturelle d'Haïti, ville de créativité? Quel est ton attachement avec la terre de Pétion, des Salines? On t'écoute. Mais c'est sûr que je reconnais. C'est plus une bénédiction, tu sais. Okay, nice. C'est-à-dire, si j'ai quelques talents, je pense que c'est la bénédiction et je sais d'où viennent ces talents-là. Je sais d'où viennent mes racines. Je sais aussi que la terre de Jacmel est truffée d'art, d'artistes, d'artisans, d'artisanes, de paysannes. Alors, je récolte de cela. Je récolte directement des liens du sang de mes parents. Déjà? Mal à Haïti, mais dernière fois mal à Haïti, c'est en 2009, 6 mois avant le terme de Dougoudougoudou. Mais fait que je sais ça. Je sais exactement pourquoi que des fois je reçois ici et tu sais on émane,
on transcende quelque chose, fait que j'ai ce vecteur-là et je le prends pas à la légère. Ça fait partie de ma mission. Ma mission, c'est vraiment de donner à l'autre et d'émaner dans ce sens-là. D'encadrer, d'accompagner. Super. Je veux être un être de lumière, tu sais. Écoute, pour les prochaines 30 secondes, attache ta tuque. Tu es né en Haïti. Tes parents sont ces globetrotters. Papa va vivre à Congo, Kinshasa, entre autres, en Europe. Tu me corriges. Il revient au Québec. Toi, tu vas vivre... On a tous vécu au Congo. Au Congo, hein, voilà, Ouais. exactement. Parce que vous êtes 5 frères et sœurs, Ouais. hein. Tu as 3 sœurs. 3 sœurs, un exactement, frère. Ouais. frère. Et là, vous allez quand même vous déplacer, globetrotter. Tu apprends la sapologie. Et par la suite, tu arrives au Québec. Tu vas vivre à Alma. T'es-tu capable de faire un bon là? Là, quand je mets mes sous-claques, je prends un locataire avec ma bécane, là, puis, Ok, t'es un vrai. Vois si t'es un vrai d'Alma, là. Tu connais-tu le Goofy? Manger une bonne poutine, hein? Chez Goofy? Ouais. la dernière fois que je suis allé à Alma, là, ça fait peut-être 15 ans. Ok, bon, ben, tu connais chez Goofy pour la bonne poutine. C'est où? C'est sur la rue Collard? Bon, quasiment, tu pourrais. La réunie des rues principales, là, je La parle. rue Collard, ouais. Ok, tu dis Goofy. Ok, il passe le test. Messieurs, dames, oui, t'es un gars d'Alma. Oh, On va aller au crapaud. Oh, oui, hein, pour prendre une bonne frette. Oh, ouais. hein, pas pire, hein. On connaît nous autres, à Québec, nous autres aussi. Là, c'est incroyable. Tu vas également faire ces études au conservatoire de La Salle. Ouais. Une des mecs, entre autres, au Québec, du cinéma, de la télé, entre autres, hein, du théâtre. Tu vas, par la suite, faire ce bac en art théâtral, tu Ouais. me corriges, hein, à l'UQAM, Ouais. pas trop loin. Et par la suite, cette carrière, mais incroyable, comme franchement, t'as pas chômé C'est vrai. de Musique Plus, voire Art TV, Radio Cannes, tu passes par là, tu sais, comme, je veux dire, t'es toutes faites, là. Art TV, Ma TV, tu sais, comme je veux dire, waouh. Fais de la TV. T'as fait de la TV, mais t'as fait de la scène aussi. T'as tourné également. Angelo, animation. Sérieusement, aujourd'hui, on te voit devant moi. Tu sais que je t'ai vu à TV, t'es une grande personnalité. Puis toi, il y a un leitmotiv que je ne sais pas à quel moment tu vas te l'imposer, qui est humilité. Quand même quelque chose de pas mal. Intégrité, t'en parles également. Intégrité, tu me rappelles, là, humilité. Intégrité, la foi, la oui, lumière. mais la foi qui t'amène à cette rigueur. Tu dis que l'humilité, n'est-ce pas, va t'amener vers une rigueur. J'aimerais ça que tu nous expliques cette équation que je trouve incroyable. Parce que tu te prends pas pour un autre. Tu sais, j'aimerais vraiment que tu nous adresses là-dessus. Là. Il y a quelques années, j'étais juste ici. J'étais avec ma mère. Je l'amenais souvent en Musique Plus. Et j'avais fini de faire mes frasques, là, tu sais. Tu sais, t'es devant la caméra, ben, tu joues ce que t'as à jouer, tu sais. Mais quand je suis sorti, ma mère a dit, oh, mais c'est drôle, hein. Pas même gens. Vous venez me poser. Je dis, oui, mais là, je suis avec toi, je suis avec ma mère, je suis dans la rue. Bon, tu sais, tu signes des autographes, tu prends des photos. C'était une vie que j'ai fait, puis que je suis pas nostalgique, fait que je suis pas mélancolique, fait que je m'ennuie pas de cette vie-là. Tu sais, je suis bien où est-ce que je suis. Puis j'ai dit, c'est toi qui m'as appris ça, ces principes d'humilité, d'intégrité. Puis elle dit, bon, tu sais, des mères, tu sais, elles sont très humbles, très humbles avec ce qu'elles font, avec tout le parcours, comment elles nous tiennent. Elle a élevé 5 enfants seuls. Potomitan. Potomitan. Alors, je me suis dit un jour, je disais des choses, puis je me suis dit, je ferme le livre, puis j'ai dit, la gloire n'appartient pas à l'être. Ça appartient à un être, peut-être un spirit, tu sais, un esprit. Mais, parce que la gloire ne dure pas. Fait que si la gloire ne dure pas, tu dois soigner ta chute, parce qu'il vient un temps que tu vas tomber de ce piédestal. Mais tu dois tenir plus que sur ce qui est brillance et tout ça, tu sais. Fait que c'est là que j'ai adopté vraiment les principes d'intégrité,
Ouais, voilà. Puis d'humilité. L'humilité aussi, c'est de reconnaître ses faiblesses, reconnaître ses vulnérabilités. Puis puis de prendre distance. Et avec tout ça, ça te donne une force intérieure. Au lieu d'aller chercher de l'extérieur le flafla que j'avais, là, je me suis retrouvé centré sur moi-même, focalisé et canaliser mes énergies. Et c'est là que j'ai commencé à écrire un peu sur la foi, puis je me suis dit, ouais, la foi, c'est la chose la plus difficile à atteindre, mais la plus facile à perdre. Parce que le sentiment de foi, c'est un sentiment qui dure une seconde, mais que dois faire perdurer dans l'état d'être. C'est que tu t'arrêtes jamais dans le moment. Tu dis, un succès, c'est momentané, mais il ne faut pas s'arrêter ni à ses succès, ni à ses échecs, mais c'est toujours un fil qui est continuel, c'est un fil continu. Il faut toujours aller vers la suite. C'est-à-dire, il faut toujours faire autre chose. C'est Paul Bissonnette qui avait dit ça. Il faut ne jamais s'arrêter sur un échec, ne jamais s'arrêter sur un succès, toujours faire autre chose parce que c'est la suite qui compte. Et c'est vrai. Parce que ça va avec moi parce que je suis pas nostalgique. Je reste pas sur, tu sais, on peut avoir des soirées d'antan, mais si on commence à parler à chaque fois de comme on était il y a 10, 20 ans, moi je m'emmerde, je vais m'en aller. Puis ça se peut que je te dise même pas bye bye, souvent des fois je m'en vais de quelque part puis je salue pas personne, mais ouais, c'est ça, pour moi c'est plus stimulant. Puis après ça, quand je parlais avec la fille de mon ancien propriétaire dernièrement qui m'a appelé, qui m'a dit je veux te parler parce qu'elle a 19 ans, elle va avoir 18 ans. Et elle cherchait à avoir des conseils parce qu'on s'était parlé. Puis je lui ai parlé de Paulo Coelho, de l'alchimiste, de la mission légendaire. Que j'ai dit, parce qu'elle se cherche. Est-ce que je vais en commerce? Est-ce que je vais en médecine? Est-ce que je vais comme mannequin? J'ai dit, tu peux tout faire. Mais l'important, ce qui est plus important, c'est ta réussite personnelle. Elle a dit, oui, mais c'est pas les notes. Qu'est-ce que tu veux faire de ta mission? Ça serait quoi ta mission? Alors que tu vas avoir 18 ans, moi, je pouvais pas me poser la question. J'étais dans ma chambre, mais j'étais une vedette. On est tous des vedettes dans notre chambre. Sors de ta chambre, tu sais. Mais, fait que je lui ai parlé de sa mission. C'est ça qui est plus important. Et c'est ça qui fait que c'est ma réussite, parce qu'elle est personnelle. Mais je dois tenir à ma mission. Pour moi, c'est important de donner à l'autre. Et quand j'étais professeur au Conservatoire de la Salle, j'étais étudiant, mais j'aime pas le mot drop-out, mais j'avais arrêté l'université. C'est ça. Qu'est-ce que j'arrête? Oui, l'université, non, le cégep. OK. Pendant 4 ans, et quand je suis retourné, c'était pour retourner, je me cherchais. Et quand le Conservatoire de la Salle était une bouée de sauvetage pour moi. Mais plus tard, je suis devenu prof. Donc, j'étais dans les souliers. J'étais dans les souliers étudiants. Puis après ça, je suis devenu directeur des études. Mais j'avais toutes les tâches qu'on demandait. Tu sais qu'on demande des tâches de 3/4, je sais pas capable de les faire. Mais j'ai réussi à apprendre, tant bien que mal. Mais ma mission première, c'était d'offrir ce qu'on m'a pas offert. Quand j'allais voir les orienteurs, on me disait, Angelo, qu'est-ce que tu veux faire? Je suis comme, je sais pas. Je le savais, mais j'étais pas capable de l'exprimer. Puis eux, ils me disaient, ben, va en sciences humaines, va dans quelque chose comme ça, Moi, j'étais comme, non. Quand je vais être directeur, là, je fouillais. Et je disais, je sais. Si on gratte un peu, je sais exactement ce que ton silence est en train de me dire. D'Angelo, qui se questionne pendant 4 ans, hein? Puis ensuite, qui va décider de suivre son chemin. Mais tu sais, il y a une période de questionnement au tout début. Et par la suite, de voir, en 2015, tu me corriges, te voir décerner le prix Charles Biddle. Prix qui vient un peu reconnaître ton apport indéniable à la société québécoise, mais par ce canal de la diversité, entre autres. Quelle a été ta fierté? Quelle a été ta réaction? Celle de ta famille? Rappelle-toi, là, Angelo Cadet qui jouait dans les rues de Kinshasa, et puis aujourd'hui, qui se voyait remettre ce prix par Madame Ville, je pense, Catherine Ville. Catherine Ville, voilà, un ministre à l'époque. Je t'écoute, Angelo. Je suis un petit gars qui jouait dans les rues de Jacmel, qui jouait dans les rues de Louloisbourg, qui jouait dans les rues d'Alma, Rosemont, Montréal-Nord, pour arriver jusqu'à Griffintown. Et c'est sûr que j'ai vu ce parcours-là. J'étais fier parce que pour moi, c'est un prix que je ne pouvais jamais atteindre, parce que les gens qui l'ont reçu, mes prédécesseurs, j'avais tellement d'admiration, puis je pensais pas, mais tu sais,
c'est l'ami aussi Ben Marc Diendéré, tu sais, qui a été derrière ça aussi, qui m'a poussé à m'inscrire. C'est comme un mentor pour moi. Qui aime pas cet être-là de Ben Marc? Réaction papa, réaction maman, réaction famille, comme si on dit, monsieur, regardez Angelo, Québec l'a décerné le gros prix si là, yo, m'a couteau. Comme si, quelle était leur réaction, Angelo? Tes amis, tu sais, t'as quand même un cercle qui t'entoure, la famille. Ouais, non, j'ai beaucoup de belles réactions. Ma mère, mon père, sœurs et frères, Et tout ça. Garçon là, parce qu'on n'a pas parlé Mathis du Châtel à Cadet. Quelle a été sa réaction, bordel? Parce que des fois on voit certaines photos qui passent sur les fils, tu sais, hein. Ouais. Et puis ah non, c'est sûr. Il te regarde avec cette admiration sans que monsieur Raymond, monsieur tout Raymond le tout. Mais quelle était réaction, monsieur? Quelle a été la réaction de fiston? J'ai de la difficulté à parler de ça parce que c'est côté de déposition, ouais, confortable, un étau. non, mais c'était tout le monde c'était euphorique. Okay, cool. J'ai une famille, tu sais, qui ont été là pour moi là, c'est sûr. C'est un métier qu'on fait seul. Je suis pas le seul qui fait un métier seul, mais n'empêche que je vis face à face. Mais c'est correct que je suis habitué à vivre là-dedans. Et seul veut pas dire vivre dans la solitude. Je suis pas dans la solitude. Je suis en solo et je suis bien comme ça. Puis en même temps, je connais plein de gens. Puis bon. Mais non, c'est un prix qui m'a fait très, très, très chaud au cœur. C'est peut-être le seul trophée que je mets chez moi, quelque part, là. Puis il y en a un autre de la ville aussi que j'ai reçu l'année passée. Mais je peux pas, moi, c'est sûr que je m'arrête pas au prix. Mais Monsieur Charles Beadle, quand on était jeune, on allait dans les deux familles, les Beadles et ma mère, mes sœurs et les Sonia Beadle, Stéphanie Beadle, Charles Beadle Jr. On était Tracy. Oui, mais ils étaient à Val-David aussi, parce que Charles le père, il jouait là-bas, fait que nos deux familles, on se côtoyait. Alors Charles Beadle, j'allais le voir aux Beatles quand j'étais jeune, quand je commençais à mettre garçon sous moi, commençais à mettre toile sous moi. Oh, mal voir Charles Beadle, tu sais, aux Beatles. Puis là je croisais Oliver Jones, une fois j'avais croisé Oscar Peterson, tu sais. Fait que j'étais comme my God, tu sais, mais ceci dit, tu sais, c'est légendaire pour moi. J'ai toujours lu beaucoup de biographies et quand j'arrivais au moment de la gloire, j'ai posé le livre. Parce que je connaissais la suite. C'est toute l'ascension. C'est pas monter, c'est pas atteindre le sommet de la montagne. Tu connais la chose, c'est comment tu montes, gravites la montagne, comment tu gravites selon l'expérience, selon ton épreuve. Et c'est ça qui m'intéresse dans la vie. Et quand j'étais petit, je me disais, je vais me biographier moi-même. Tu sais, tu comprends? Mais voilà. Parce que, regarde, ce qui est intéressant, c'est qu'aujourd'hui, tu deviens un peu, tu sais, comme si je te dis que t'es une légende vivante, comme si... Ah ouais, mais c'est ça, hein, tu sais, comme, on te voit dans les événements mondains quand même, t'aimes bien et tout, mais là, de voir ton fils qui commence à t'accompagner lors de galas, puis en faisant nos recherches, on voit ton fils, là, photo comme si mannequin, là, comme si, tu sais, on sait que papa, il a déjà été mannequin pour Rue de Sac, tu sais, quand même, hein. Back in the days. Quand même. Puis là, de voir fiston marcher dans les traces de papa. Ta réaction. C'est peut-être moi qui marche dans ses traces avec ses 6 pieds 3. Ah non, mais je suis tellement fier. Sérieux? Tellement fier. Et puis ça a pris un petit temps, hein. Ils l'ont pas pris tout de suite, tu sais. Okay. Mais Mathis, il y avait des cheveux ici, il y avait des cheveux longs. Ben là, comme papa aussi, tu sais. Ouais, mais il y avait des cheveux plus longs et plus beaux, puis des cheveux épais. Puis je disais, coupe pas tes cheveux. Il dit, non, je vais les couper. Je disais, on va envoyer une photo à New York, à Paris, je sais pas. Ça va être ton trademark. Après, il a coupé ses cheveux, puis il a fait à sa tête, puis c'est bien parfait. Puis après ça, il a commencé à mettre de la couleur de ses cheveux. Tu sais, c'est un artiste aussi dans l'âme. Maintenant, il prend des cours de poterie, de sculpture, de toutes sortes de trucs. Il est en train de tracer. Et beaucoup de monde me parle de lui. Ouais, mais il y a je suis très, très fier. Là, on voit les bagues. C'est comme si, tu
Tu sais, c'est Angelo Cadet plus grand. Genre, un peu. Alors, on va le passer en entrevue pour voir s'il va être d'accord avec. Non, c'est Mathis Châtel-Cadet. Non, mais quand j'étais jeune, je mettais autant de bagues que lui, en passant. Cool. Je mettais du Cole, des fois j'en mets encore. J'en ai mis ce matin. C'est un gars, parce que t'as même été porte-parole de semaine de la mode, d'événements de mode ici à Montréal. La mode a occupé une place importante. T'as animé des émissions sur la mode. Angelo Cadet, l'entrevue tire à sa fin. Déjà? Mais, déjà. C'est bon. On va inviter ton fiston, là. Fais ça. Oh yeah. It's the next one. Angelo. Tu sais qu'on a fait une campagne, je peux le dire. Ouais, vas-y. La campagne, c'est la première fois qu'on faisait une campagne ensemble. On a pris beaucoup de shows de photos, mais pour un brand, Frank & Oak. Non. Ouais, ça sort, c'est sorti, là, pendant les fêtes, là. Bon, c'est ça messieurs, dames, lorsque monsieur Angelo Cadet nous disait que durant la pandémie, il a vraiment été occupé sur le plan professionnel, là, on comprend. Bon, suivez cette campagne pub, Frank & Oak. On va suivre ça, la coconote. Angelo. Je t'écoute. Là, un peu ça, c'est vraiment le summum. En tant que, quand on vient de la communauté, lorsqu'on vient de la communauté noire. Et là, maintenant, on assiste au gala Dynastie, tenu entre autres, une des instigatrices, Carla Beauvais. Oh yeah. Grande Manitou. On l'a reçue à Coconut Podcast. Ouais. Ce gala. Avec Marjorie aussi. Avec Marjorie aussi. Marjorie aussi. Merci de nous le rappeler. Faut pas de jaloux. Marjorie, on va vous passer en entrevue. Et là, de voir ce gala si bien mené, on se rappelle les tout débuts, en tout cas, entre autres pour moi, la TOU, ne serait l'Olympia. La première édition. 4h30 de gala. J'étais pas metteur en scène. Pas à cette époque-là. Et là, de voir les années suivantes, comment le gala, il est passé à un autre niveau. Puis là, en grattant, on passe dans les coulisses, des fois. Puis là, on vient savoir que c'est Angelo Cadet qui est metteur en scène de ce gars-là qui reçoit des pointures, les Kate Renada, les Lou Phelps, ne serait-ce que Ilham, on reçoit des Corneilles, entre autres, et tout le gratin politique, mais le motu vu de Montréal est là. Et de savoir que c'est toi qui es derrière ce spectacle incroyable. Don Barberino, entre autres Godfather, qui nous mixe, qui joue, fait DJ. J'aimerais t'entendre, Angelo, parce que là, vous êtes rendu à la place des arts. Ouais. Tu sais, je veux dire, le prochain endroit, c'est quoi? Tu nous remplis-tu le Centre Bell? Pourquoi pas? On est capable de tout faire ça. Mais non, c'est intéressant parce que première édition a duré 4h30, ça veut dire quoi? C'est trop long, mais ça veut dire quoi en dessous de ça? Ça veut dire qu'il y a du contenu. Il y a du contenu. Puis c'est après que je me suis dit, je vais faire la deuxième édition, mais on va faire un pré-gala. OK, oui. Bon. Ça fait un gala de 2h30, 3h, ça se tient comme dans tous les galas. Pour moi, c'est l'équivalent d'un prix d'être derrière au niveau artistique de cette plateforme-là. C'est l'une des plus belles plateformes, mais on en a beaucoup des plateformes. C'est vrai. Et celle-là, c'est le summum. Ah ouais, je l'ai. C'est le summum mais juste à chaque année de se rencontrer, de voir toutes les communautés noires bien sapées, les femmes, les hommes, tout le monde est fier. Mais on est fier aussi de se redécouvrir, on est fier aussi de partager, on est fier aussi de donner, de dire « Oh my God, telle personne que je voyais sur Instagram, je vais la suivre. » Ou bien là, je la redécouvre. Telle personne est en nomination. Mais même si t'es pas en nomination, c'est une nomination de la communauté. C'est ça que ça veut dire aussi. Moi, je dis toujours, il faut réévaluer nos standards. Parce que nos valeurs, nos principes sont pas les mêmes. Même si on vit en société au Québec, mais on doit participer, mais bien connaître nos standards. J'ai rien contre les gens qui, par exemple, qui vont mettre des marques de vêtements, Chanel, Coco, Vuitton. Mais nous aussi, on doit avoir nos Chanel, Coco, Vuitton, Louis Vuitton, tu comprends? Yes, on doit... Est-ce que tu es en train de nous donner un scoop, Angelo? Non, en train de travailler sur une ligne de vêtements? Un jour, peut-être. Avec Monsieur Duchâtel Cadet, on vous voit venir, là.
Hein? Mais One Day One Night, non, c'est ça, je pense que c'est ça qu'on doit faire. Parce que c'est bien beau d'avoir du contenu, mais il nous faut des plateformes. C'est bien beau d'avoir du contenu, mais il faut que ça soit du contenu de qualité. Parce qu'on a beaucoup de contenu. Mais quand tu parles de contenu de qualité, vous décernez un prix hommage au Gala Dynastie. Deux prix deux prix hommage entre autres, mais là on est sur la place des festivals où on tient le Festival international de jazz de Montréal. Le fondateur, l'instigateur de ça, le tout premier qui a parti cette idée, Doudou Boissel. Et il y a aussi Charles Bédol aussi qui était dans les deux. Donc quand même, t'as été témoin de, tu sais, oui, moi j'allais le voir. Il y avait un bar là sur Saint-Laurent qui s'appelait Au Soleil Levant, Rising Sun. Doudou était là. Il y avait toutes sortes de grands. Angelo, on va pas te faire dire ton âge en ondes, là. Mais là, tu sais, Angelo, même âge que toi, moi, là. Puis tu me dis que t'as été voir. Non, t'es aussi Timoun. Mais là, comment t'as pas de rides? Comme si... Moi, en 2022... T'as-tu une pommade qu'on n'a pas, là? Pommade... Jouvence. Jouvence! Pour appliquer au souris et puis au Bazzalo. Messieurs, dames, Angelo, il a cette pommade qui permet de, vous savez, alors, rester à l'affût, peut-être elle sortira incessamment. Oui. La maquilleuse de Frank Canary a dit, what a skin! Yeah. My God, what do you do? She said, I smile and I drink wine. Cette année, en 2022, je cours sur mon 59e anniversaire. 59. Je te crois pas, man. Yeah, là. Puis là, t'es fier, tu me dis, yo, tu sais, il y a un moment, on dit pas trop son âge, puis là, piouf! Ah ben là... J'ai pas besoin de me valoriser par mon âge. J'ai besoin de me revaloriser par mon être, par mon soul, par ma spirit. C'est ça que je dois faire. Et pas parce que, tu sais, ton look, c'est ton look, mais on sait très bien qu'on peut... Dans 10 ans, j'aurai 70, puis ça se peut que ça tombe, tout ça. Mais c'est pas ça qui est important, c'est mon spirit. Tu parles de spirit, on va terminer avec ça, Angelo. Ton papa, il a écrit près de 8 recueils, n'est-ce pas? Et dans l'un de ces recueils, entre autres, dans Réjouissance, son dernier recueil, je pense, son dernier recueil de poèmes, ouais, c'est ça, ouais. Il va dire ceci, en 94, je pense bien. Je cite Monsieur Maurice Cadet. Moki. Faut pas l'appeler de même, moi, c'est le grand, hein, le grand Cadet. Karel Moki, il est là, il nous écoute. Ah, de toutes parts, nos digues craquent. En nous, l'humanisme se fendille. Jamais nous n'échapperons à la voracité des soleils. À vif, la folie des hommes va gober notre douceur de vivre. Ton papa était cet homme préoccupé par cette perte d'humanisme chez l'être humain, entre autres lorsqu'il a fait ce retour au pays, en Haïti. Ouais. Et toi-même, tu es grand humaniste, car on te voit tout dernièrement encore faire des sorties pour les droits de la femme, n'est-ce pas? J'aimerais que tu nous commentes, tout en commentant tes dernières sorties, ce passage de papa qui dit que nos digues craquent. En nous, l'humanisme se fendille. Jamais nous n'échapperons à la voracité des soleils. À vif, la folie des hommes va gober notre douceur de vivre. Est-ce que toi aussi, tu as cette... Il n'avait pas peur de mourir, papa. Hein, ton père, il n'avait pas cette peur de la mort. Est-ce que toi, tu as cette peur que l'humanité, permettez-moi l'expression, parte en couille? Je t'écoute. Elle est déjà en couille. Ah, okay. Mais cette soif de vivre, j'ai la même soif de vivre. Bon, je peux pas la comparer sur certaines échelles, mais j'ai pas peur de mourir non plus. Okay. Parce que je sais, comme je dis souvent, where I'm at, je fais mon Google Maps, c'est-à-dire où est-ce que t'es rendu. Tu comprends? Et cette voracité, il était dévoré à donner de l'intérieur pour redonner de l'extérieur. Grand entre autres, papa. Ah oui. Et ma mère, c'est la même chose. Ma mère, on n'a pas parlé de ma mère, mais c'est incroyable, c'est mon héroïne.
c'est quelqu'un qui a eu des fois des difficultés de la santé. Tout le temps. Voilà, tu vas manger. Moins maintenant, de temps en temps, mais oui, mais tout le temps. Je veux dire, je suis pas le seul là, dans la famille, là. C'est pas parce que je veux pas prendre tout ça. On le fait tous, tu comprends? Tout le monde s'occupe bien de ma mère, elle est bien gâtée. Mais, c'est une héroïne aussi. C'est pour ça que j'ai écrit un livre sur elle. Ouais, et j'avais ce complexe d'écrire parce qu'à cause de papa. Mon père qui écrivait, fait que je suis pas capable. Ça fait 3 ans que j'essaie d'écrire un livre. Là, j'essaye vraiment, et là, presque tous les jours j'écris. Mais c'est cette soif de vivre, c'est cette façon de donner à l'autre. Ta mère était-elle également préoccupée par cette perte d'humanité? Ah oui, tout le temps. Ma mère, elle va aux barricades. Elle prenait le micro, elle écrivait à Simon du Rivage quand il y avait quelque chose qui était, ou à Bernard de Rome, elle écrivait à Radio-Canada. Maman, c'est révolutionnaire, lui. C'est une Che Guevara. Tu sais, elle a une grenade dans la main, puis le couteau de cuisine dans l'autre, là. Machette. Tu sais, c'est comme ça. Pour les droits, oui, tout le temps. Ma mère, elle m'amenait partout. J'étais tout le temps, elle me traînait, j'avais 12 ans, j'étais dans des comités de femmes contre les bâtés en République dominicaine. J'étais dans la rue pour le Parti québécois parce que René Lévesque était un rassembleur, puis il était là pour nous aussi, pour les communautés. Fait qu'elle m'a amené partout, là. J'en ai fait des manifestations, mon ami, là. Tout le temps. Donc, contre le sida, le sida contre les Haïtiens, là. Julien, t'as été à la fondation. Oui. T'as travaillé. J'ai donné de ce côté-là, puis je donne encore, un petit peu moins maintenant parce que je fais d'autres sortes de philanthropie, je fais d'autres sortes de missions à vie, tu sais, mais là, ce que j'essaie de comprendre, c'est le quartier où est-ce que je vis, tu sais, je veux donner des vêtements à des communautés noires. Tu sais, sinon je vais remontrer peut-être plus dans mes anciens quartiers, Rosemont, tout ça, mais je vais essayer de donner à d'autres communautés. Je vais essayer de comprendre qu'est-ce qu'il y avait, où est-ce qu'on était, ils étaient où les clubs noirs, tu sais, tout ça. Fait que je veux comprendre où est-ce que je suis, parce que c'est une question qu'une de mes profs de littérature nous avait posée à la fin, une question très simple: comment être une femme ou un homme de son époque? Et ça, faut comprendre ton passé, faut que tu comprennes où est-ce que tu vas, et faut que tu comprennes surtout où est-ce que t'es. Tu es un féministe propre à toi, comment j'ai été élevé comme ça. Voilà, j'ai été élevé, c'est ma mère qui m'a élevé comme ça. J'ai 3 sœurs. J'ai été élevé comme ça. Fait que ma mère, elle disait, c'est pas parce que t'es un homme que tu vas pas, fait que tu fais la vaisselle, je vais t'apprendre à coudre une fois, puis après, moi, j'ai pas le temps de te monter. Fait qu'elle nous montrait tout. Fait que je cousais, je voulais des turn-up, tu sais, avoir du style un peu, là, des coffres ici. Fait que je le faisais. Je cousais mes affaires, je mettais des boutons rouges avec un smoking, tu sais, je refaisais mes vêtements, je sais pas, tu sais. En terminant, est-ce que ton fiston, il est conscient qu'il est un cadet, tu sais, un Duchâtel cadet, mais qu'il est le tenant de cet héritage, que son grand-père était ce grand poète, ce professeur de littérature, que son père est Angelo, hein? On pourrait dire juste Angelo, on sait qu'on parle de toi. Est-ce qu'il est conscient, et quel message as-tu pour cette jeunesse qui aimerait faire son chemin dans le milieu des médias? Quel message as-tu pour eux? On t'écoute là-dessus en terminant. Ton fiston, est-ce qu'il est conscient de cet héritage? Ouais, je pense que oui, parce qu'il a 2 grands-pères, 2 grands-mères assez cultivés, là, solides, là, quand même, les Duchâtel cadets, là, c'est ça. Ok, cool. Puis pour être conscient de ça, faut une distance, faut t'as une objectivité, faut que tu regardes les choses avec distance. Pour les jeunes qui veulent aller faire ce métier-là, ça prend un élan, mais je reviens toujours à dire, c'est quoi ta mission de vie? Parce que peu importe ce que tu fais, que ce soit médecin, plombier ou un artisan de l'art, ben, vas-y avec une mission. Et ça serait quoi ta mission personnelle qui va changer le monde? C'est ça qu'il faut faire. Quand tu marches dans la rue, va vers une mission. Va vers ton objectif qui va te changer intérieurement pour changer l'autre en face, ensuite. Il y a un message pour Haïti. Jacques Mélien du Abgado, ou c'est un fils de la vallée Jacmel, entre autres, la grande région. C'est plus bel côté dans le monde, son paradis, Jacmel, messieurs, dames. Chapeau bas pour Jacmel, parce que c'est côté que pire mais dans le monde entier, c'est dans Jacmel. C'est là me sentir Angelo Cadet, c'est là me sentir bien. Bono. Incroyable. Angelo, toute une entrevue. Franchement, t'en as fait des entrevues, on voulait pas repasser dans les mêmes, hein? Bravo, non, chapeau. Tigidou.
Vraiment Angelo, à la fin de nos entrevues, on s'est promené. On a eu cette chance à Coconut Podcast de se rendre dans les différentes communautés de nos frères et sœurs des Premières Nations. Alors, ça fait un petit bout, là. J'ai pas fait d'entrevue. On va tenter de s'en rappeler. Nos frères et sœurs Innu nous disent « Chinash Kumitin ». Chilash Kumitin. Oui, Chinash Kumitin, excellent. Par la suite, nos frères et sœurs en langue algonquine, les Algonquins nous disent Miigwech. Miigwech. Yeah, you got it, I like that. Par la suite, on va dans le centre du Québec. Nos frères et sœurs Abénaki nous disent Oleone. Oleone, c'est beau. Ouais, pas pire, hein? Par la suite, on s'est rendu dans la région de Québec, les Hurons, Wendat, Teawek. Teawek. Ouais, excellent. Et dans la région de Montréal, nos frères et sœurs Mohawk, entre autres, nous disent Nyawen. Nyawen. Excellent. Et nous sommes les tenants de cet héritage taïnos, arawak. Eh bien, dans cette langue qui est nôtre, le créole, on te dit merci en pile. Ou c'est un potomita, la communauté, hein? Franchement, brother, pas lagué, moi aimé swag là, moi aimé vibe là, you the one, et puis, on se revoit au Gala Dynasty. Yes, Alain. Coconut Podcast is in the house. Bon bagaille. Yes. Alors, messieurs, dames, oui, nous étions avec, mais cet homme aux 1001 chapeaux, metteur en scène, mais également, comédien, acteur, animateur, coach de vie. Ça demande qu'il chante aussi dans sa douche. Peut-être il va nous arriver avec un album comme Anthony Cavana tout récemment. Et puis pour moun ki Haïti yo k'ap koute nous, papa monsieur, oui, gen yon centre culturel qui pote non Maurice Cadet, non Jacmel, et puis bon, si nous c'est moun Jacmel, nous connaissons gon rue qui relè Maurice Cadet également. Alors, nous t'es sous les zones de Coconut Podcast, dans spécial si là que nous fait pour le mois de janvier, Haïti a pris frappe, mais nous camper Jam Haïti, faire rayonner pays, moun k'ap fait parler de pays à travers le monde, et puis surtout, pas manquer prochaine entrevue, c'est Coconut Podcast lié, nous dit nous, Nyawen, dans langue autochtone yo boy ici, et puis, na ouais pour l'autre entrevue. Merci, au revoir!